Donc je vous rappelle peut-être très très rapidement que lors des 2 premières séances, je vous avais présenté ce que j'ai appelé les 2 premiers principes, puisque j'en ai identifié 4 pour nos 4 séances. Les deux premiers principes sur lesquels se fonde ma proposition d'une topique du soi disséminé. Donc la première séance, c'était au fond l'enjeu, repenser la place centrale de la non-différenciation. Et je vous rappelle que c'était une situation d'un jeune que j'ai appelé Édouard et qui était mis en lien avec les peintures d'Édouard Opère et ces gens dont le regard semble se perdre dans un lointain peu défini, souvent végétal. La deuxième séance, c'était repenser l'idée qu'il était nécessaire de repenser les processus de différenciation et d'individuation en termes de coémergence de l'individu et de son environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui précède l'autre, c'est quelque chose qui se constitue dans le même mouvement. Et de la même manière, le dedans et le dehors sont la même émanation d'un seul et même mouvement. Et pour illustrer ça, j'avais parlé du cas d'une patiente que j'avais appelée, je crois, Françoise, je ne sais plus. Enfin bref, c'était en référence aussi à la peinture de Francis Bacon et à la manière dont il travaillait la question de la figure et de la disparition de la figure dans ses liens avec le fond. Dans cette séance-ci, maintenant, je vais tenter de préciser ma proposition de concevoir la vie psychique en termes de circulation entre une pluralité de différenciation dedans-dehors et de niveau de réalité. C'est-à-dire l'hypothèse, c'est que dans notre vie diurne et nocturne, on vit sans s'en rendre compte vraiment, parce qu'on a une continuité de nous-mêmes qui fait qu'on ne le sent pas vraiment. Mais si on y fait attention, on peut bien remarquer que, clairement, on est dans des fonctionnements psychiques qui ne sont pas dans les mêmes registres et qu'on passe de l'un à l'autre, sans quoi je pense que simplement notre esprit n'arriverait pas à fonctionner pour faire face aux multiples tâches et aux multiples enjeux de notre rapport au monde et à nous-mêmes. Et que donc, ça implique que ces différentes configurations, ces différentes dedans-dehors qui émergent au fil du temps, eh bien, l'enjeu de la santé mentale, c'est de faciliter la circulation entre ces différents niveaux. Et donc, effectivement, comme je l'amenais déjà maintenant, il y a une existence, si on voit les choses comme ça, il y a l'existence d'un conflit ontologique entre, d'une part, une tendance unitaire de notre expérience subjective de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir exister continuellement et faisant un ensemble limité par rapport à un dehors défini comme tel. Ça, c'est un versant, une nécessité, je dirais, pour notre santé mentale. Et l'autre versant, c'est, de manière sous-jacente, l'hétérogénéité des niveaux de réalité dans lesquels qu'on traverse constamment, et donc des configurations psychiques qu'on emploie pour affronter ces niveaux de réalité. C'est-à-dire qu'au fond, dans mon idée, le psychisme serait un ensemble de fonctionnements qui ont leur propre stabilité, mais qui chaque fois sont constitués d'un dedans et d'un dehors, et de l'accès préférentiel à un niveau de réalité, mais que cette hétérogénéité, on ne peut pas la ressentir comme telle, parce que sinon ce serait insupportable. Et que donc on vit avec l'illusion d'un moi. C'est pour ça que je parle d'un soi et pas d'un moi. Alors, donc à partir du postulat que j'avais développé les fois précédentes, d'un état originaire, non organisé, non différencié, informe du psychisme, qui ne connaîtrait donc ni dedans ni dehors, ou plutôt qui ne connaîtrait pas de dehors, eh bien, émergent donc des différenciations dedans-dehors successives, qui reflètent alors l'organisation cumulative de ce que je propose d'appeler des configurations psychiques.
Ces configurations, donc, je l'ai dit, régissent différents niveaux de notre appréhension des rapports entre ce que nous vivons comme monde intérieur et comme monde extérieur, entre guillemets. Parce qu'il est clair que dans cette perspective, il n'y a pas de monde extérieur. Tout est d'une certaine manière psychique et intérieure. Alors, de manière encore très approximative, parce que, bon, c'est très bien de dire les choses comme ça, mais alors, c'est quoi ces configurations psychiques ? En quoi ça consiste ? Comment ça se forme ? De quoi c'est fait ? Et alors, je dois vous dire tout de suite que vous n'allez pas avoir la réponse, si ce n'est de manière extrêmement approximative. Je dirais qu'un point important, c'est l'idée qu'il y a une stabilisation, c'est-à-dire que ces configurations, quand même, sont assez stables, c'est-à-dire que quand on se retrouve là-dedans, on retrouve du connu, donc c'est pas tout le temps des choses qui se constituent, qui se déconstituent. Je pense qu'on a besoin quand même de zones de stabilité entre lesquelles on peut voyager. Donc la stabilisation d'un ensemble d'éléments qui organisent une modalité régulée de rapport à la réalité. Donc la régulation, c'est le deuxième niveau qui me paraît très très importante pour notre fonctionnement mental. Alors, c'est quoi ces éléments ? Ces éléments, je dirais assez classiquement, c'est des affects, c'est des représentations, mais en prenant le terme de représentation au sens vraiment le plus large, c'est-à-dire incluant très clairement les représentations sensorimotrices, qui sont pour moi un niveau de représentation, enfin pas que pour moi, essentiel, et sans doute fondatrice. Et donc ça intègre les proto-représentations, les signifiants formels, le proto-mental, enfin toutes ces choses-là font partie de cela déjà. Alors, ces éléments, donc affects et représentations prises au sens large, insérés dans des rapports identificatoires, parce que je pense que la question de l'identification est également tout à fait essentielle, mais identification de nouveau prise au sens large, c'est-à-dire qu'on peut s'identifier à une plante, on peut s'identifier à plein de choses, quoi. Voilà. Et c'est pas uniquement et seulement les figures parentales en tant que telles, et probablement que ces rapports identificatoires aussi, ils sont complexes parce que les identifications qu'on peut avoir à les figures parentales, elles sont sans doute aussi liées au contexte dans lequel elles se trouvent. C'est-à-dire que, par exemple, les parents dans la maison, dans telle maison, c'est probablement pas les parents dans n'importe quel autre contexte. Voilà. Donc, je veux dire que il y a sans doute à penser la complexité de ce qu'on est habitué d'utiliser comme terminologie en psychanalyse et qui est à la fois juste, mais en même temps qui risque peut-être parfois de trop objectiviser, enfin je ne sais pas comment dire, mais de réduire à des objets. Donc des rapports identificatoires associés à des mécanismes de défense, liés également à des structures perceptives et à une organisation temporo-spatiale. Donc il y a des organisations temporo-spatiales, je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'une. Il y en a chaque dedans-dehors, chaque configuration a recours à une manière particulière et spécifique de penser le temps et l'espace. Quand vous faites de la plongée sous-marine et que vous êtes en plongée, vous perdez la notion du temps. Très clair. Vous ne savez pas. Il faut regarder votre montre, sinon c'est impossible de dire si ça fait 10 minutes, une demi-heure ou 50 minutes. Impossible. Enfin, peut-être certains savent, mais moi, en tout cas, impossible. Alors, cette composition, donc, je la rapprocherai de ce que Bion appelle les conjonctions constantes. Alors, pas du tout, je fais pas il n'y a pas une analogie entre... Enfin, il y a une analogie, mais il y a pas, c'est pas identique. Mais c'est l'idée qu'il y a un moment quelque chose qui prend forme, quelque chose qui se met ensemble, et qui se met ensemble d'une manière que je pense dans des termes d'auto-organisation et d'autopoïèse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où voilà, les choses prennent. Et donc qui constitue à ce moment-là également le sentiment d'une enveloppe psychique, qui donne un sentiment de cohérence et de continuité de l'expérience, et donc également des mécanismes de régulation et une stabilité. Mais une stabilité toujours dans une gamme donnée d'expérience. Si vous changez de type d'expérience, eh bien, et que vous restez dans le fonctionnement précédent, eh bien, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et on peut voir ça avec des patients avec des dimensions psychotiques. Ça fonctionne très bien dans un registre, et puis il y a l'instant d'après, il y a autre chose qui est venu, un autre registre, et
et il y a quelque chose d'une continuité qui est brisée. C'est très 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 frappant, je trouve. Enfin, quand on y fait attention. Alors, par rapport aux enveloppes physiques, je voudrais simplement dire que pour moi, je trouve que c'est très utile parce que on le sent, dire l'enveloppe, c'est une évidence, quoi. On voit ça, voilà. Mais en même temps, c'est, je pense, un peu piégeux potentiellement parce que ça donne une vision purement spatiale des choses. Et donc on voit ça alors plutôt dans une dimension, dans une perspective tridimensionnelle. Et je pense que ça, parce que c'est pas comme ça. Je pense que c'est pas juste. C'est comme ça qu'on peut se le représenter, qu'on peut le vivre, mais je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Et donc je préfère parler de fonction d'enveloppe. C'est-à-dire qu'un ensemble de fonctionnements qui fonctionne comme enveloppe. On pourrait dire ça comme ça. Et donc évidemment, au fil du développement de l'individu, il y a du bébé, l'enfant, il y a une variété de plus en plus importante d'expériences qu'il faut s'approprier. Et la perspective dans laquelle je suis, pour penser les configurations successives, c'est que une configuration, à un moment donné, se sature progressivement, et à un moment donné, ce degré de saturation devient tel que ça ne peut plus fonctionner comme ça, et que donc il y a la nécessité de la constitution d'un autre niveau d'enveloppe pour traiter précisément cette complexité et désaturer le fonctionnement psychique. Ça, c'est une manière de voir les choses qui est un emprunt aux théories de Gilbert Simondon, dont j'ai déjà très souvent parlé. Voilà. Et que autre emprunt à Simondon, c'est que ces configurations, ce n'est pas une configuration qui produit une autre configuration, mais qui aurait la nécessité d'une déconstruction, d'un passage par l'informe, et que ce serait de l'informe que réémergerait une nouvelle configuration. Je crois que ça, c'est peut-être un point, une hypothèse évidemment, une hypothèse qui me paraît importante à envisager. Si vous voulez, c'est un peu comme, je crois que pour le groupe, c'est assez admis. C'est-à-dire que le groupe, c'est pas un ensemble d'individualités qui se mettent ensemble et puis qui... Non, il faut qu'au niveau individuel, il y ait quelque chose qui se défasse pour que se refasse le groupe. Voilà. Donc je crois qu'il y a ce mouvement, si vous voulez, de défaire, refaire, mais autre chose, un autre niveau. Voilà. Alors, peut-être... Ce fond non différencié dont je fais l'hypothèse qu'il est tout le temps, tout au long de notre vie, la source au fond de toute notre capacité de nous adapter aux choses nouvelles qu'on a affrontées, et notamment par exemple la vieillesse, eh bien, je pense que ce fond non différencié, il est constamment alimenté par toutes ces expériences qu'on fait à longueur de journée et dont on ne garde pas de souvenir. C'est-à-dire que si vous y pensez, c'est étonnant. On vit des choses, on dit « Ah, ce moment est formidable », et ce moment, on n'en garde aucune trace en tant que souvenir différencié. Et pourtant, ça a été vécu. Et pourtant, le lendemain, où on pouvait s'en souvenir. Mais après, ça s'efface. Alors, il y a quelques événements, quelques souvenirs comme ça qui restent très nets, mais pour le reste, toute cette masse d'événements qu'on a vécu, qu'on a pensé, dont on s'est un peu souvenu, ils disparaissent, et pour moi, ils disparaissent dans ce fond que j'appelle indifférencié quand même. Alors, on peut discuter parce qu'ils ont été différenciés, ils deviennent quoi? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on n'en a plus un accès, on n'a plus à ça, un accès conscient, différencié, mais je pense que ce fond est vraiment important parce que j'ai l'impression qu'il est en lien avec l'humeur. C'est-à-dire que la manière dont que ce fond d'humeur et de manière de sentir les choses est lié à la nature de ce fond. Et que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que des vécus traumatiques, des situations de maltraitance dans l'enfant, des situations incestuelles constituent ce fond, et qu'au-delà même des souvenirs qu'on peut en avoir, ou parfois que les gens cherchent à retrouver mais ne retrouvent pas, il y a cette nature-là, de ce fond-là, où ça peut être un fond persécutif, ou ça peut être un fond de confusion, ça peut être plein de choses différentes, mais la notion, par exemple, de résilience, je pense qu'elle a à voir, à mon avis, peut-être en tout cas, avec ce fond. Bon, j'aperçois que je digresse dramatiquement et que le temps passe. Alors, peut-être dire encore que chaque niveau de configuration, que chaque expérience vitale, à mon avis, sollicite plusieurs configurations. Mais qu'il
il y en a une peut-être qui devient prévalente et autour de laquelle, enfin, ou qui rassemble en tout cas les autres pour donner une perception unitaire de ce qui est en train de se vivre. Et c'est pas une idée nouvelle, c'est une idée qui avait été énoncée par Daniel Stern déjà en 1985 dans ce livre qu'il a fait connaître, qui est un livre très important pour la psychiatrie du nourrisson. Et lui décrivait donc les sens de soi, si vous vous souvenez de ce qu'il racontait, qui se constituent au fil du développement, mais qui continuent pour lui toujours à être actifs et activés simultanément dans toutes nos expériences. Et alors il prenait l'exemple d'un couple qui fait l'amour, et il relevait les différents niveaux psychiques qui se trouvent sollicités. D'abord, le niveau de la rencontre entre deux entités physiques comme forme en mouvement. C'est ce qu'il appelle donc lui le sens du soi noyau. Ensuite, l'expérience, donc plus élaborée, de ressentir l'état subjectif de l'autre et le sien, ce qu'il appelle le sens de soi intersubjectif. Mais aussi alors, et de manière plus en deçà, la toute première organisation du sens de soi qu'il postulait et qu'il appelait le sens de soi émergent. Son repérage est beaucoup moins intuitif, et je vais citer Stern qui dit, par exemple, on peut se perdre, entre guillemets, dans la couleur des yeux de l'autre, comme si ses yeux ne faisaient pas momentanément partie de l'autre noyau, sans être en relation avec son état psychique. À l'instant où les yeux colorés se remettent à appartenir à l'autre qu'on connaît, une expérience émergente se termine. Je crois que ça montre un peu quel niveau on se situe. Alors on pourrait appeler ça objet partiel, tout ce qu'on veut, enfin voilà. Mais je préfère la formulation de Stern parce qu'elle évoque plus celle de Winnicott, l'idée aussi d'une expérience qui se termine. Comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui me semble très juste. Voilà. Alors, si cette intégration de plusieurs configurations, de plusieurs sens de soi, on pourrait dire, ne se fait pas suffisamment, je crois qu'alors ça produit un sentiment de vacillement, d'angoisse de fragmentation. Et à l'inverse, si cette intégration est excessive et rigide, je pense qu'un seul registre alors risque d'écraser les autres et réduit l'expérience et l'appauvrit. Également, la souffrance psychique peut être envisagée, selon cette construction que je vous propose, comme un empêchement de l'émergence ou de l'accès à certaines configurations qui provoquent alors des amputations de l'espace psychique. Voilà. Alors, pour que fonctionnent ces passages, comment ça se passe? Je reprends là l'idée winnicottienne du transitionnel, non pas pour parler d'un espace transitionnel, parce que je pense qu'à nouveau, si on dit espace, on a tendance à voir un espace, je dirais, une construction spatiale. C'est plutôt les fonctionnements transitionnels, les phénomènes transitionnels, comme disait Winnicott, parce que ils permettent d'accéder à ce moment ni dedans ni dehors, cet espace intermédiaire. Et je pense que le retour vers l'informe passe par ce type sollicite ce type de fonctionnement. Et donc, je vais aller assez vite là parce que je voulais parler du lien qui me semblait exister, ou pouvoir être tiré en tout cas, entre les phénomènes transitionnels et des transformations chez Bion. Je ne vais pas développer ça parce que sans quoi ça va nous mener beaucoup trop loin. Et je vais juste parler des transformations par l'hallucinose parce que je pense que c'est en lien avec le cas clinique dont je vais vous parler par la suite. Alors, pour Bion, ce type de transformation relève de ce qu'il appelle la partie psychotique de la personnalité. Bien qu'il dise aussi que, selon lui, ça existe chez tout un chacun. Mais il y a une partie psychotique de la personnalité pour Bion chez tout un chacun. Mais à des degrés divers, et donc qui peuvent entraver ou non le fonctionnement psychique. Mais néanmoins, Bion trace une différence nette entre les pensées oniriques, les pensées du rêve, et les hallucinations qu'il situe à des rangées différentes de sa grille. Les rangées A et les rangées C. Alors, je serais personnellement d'avis qu'il existe des formes intermédiaires entre le rêve typique et l'hallucination comme pure répétition. Certaines images de rêve, par exemple, qui ont à la fois une forte intensité perceptive et semblent comme immobilisées et isolées de toute autre scène signifiante et de tout contexte animé, sont
me semble-t-il, proche de l'hallucination, à la différence près, bien sûr, qu'elles surviennent au cours du sommeil, et qu'elles peuvent être précédées d'ailleurs ou suivies de rêves plus ou moins typiques. Nous verrons également dans la situation clinique que je vais vous présenter qu'il y a certaines dimensions des phénomènes hallucinatoires qui permettent de les envisager comme des modalités primitives de symbolisation et qui amènent alors l'idée d'une double polarité potentielle, expulsive mais également messagère, de l'hallucination. Il me semble en effet que si l'hallucination traduit effectivement un certain échec de la transitionnalité, dans la mesure où ce qui devrait pouvoir être situé dans un entre-deux est vécu comme venant d'un en dehors, le statut de certaines hallucinations est quand même moins clair. Elles peuvent parfois être vécues comme appartenant à la fois au dedans et au dehors, cependant alors au prix d'une angoisse relativement importante. Dans de telles occurrences, l'hallucination pourrait être envisagée comme une tentative de compenser une insuffisance des fonctionnements transitionnels, ouvrant des accès de secours à des configurations devenues inaccessibles, voire à de nouvelles configurations émergentes. On retrouve des idées comme ça chez Anne Brun, dans un article de 2019, dans un bouquin qu'elle avait coédité avec Roussillon et un troisième larron, et qui s'intitule « Le processus créateur », où elle parle à la fois de Michaud et de ses expériences avec des patients en individuel ou des enfants ou des adultes d'ailleurs en groupe. Et également dans le même livre un article très intéressant qui s'appelle « L'environnement halluciné ». C'est deux psychiatres qui travaillent en réanimation et qui décrivent les hallucinations de réveil après les comas. Et donc eux, ils s'appuient sur les théories du rêve qui ont été développées notamment par Jean-Paul Tassin, qui est un neurobiologiste de l'INSERM, et qui, parce que les théories du rêve de Jouvet ont été, et restent d'ailleurs très fortement ancrées dans les représentations qu'on peut se faire de la neurobiologie du rêve, c'est-à-dire que le rêve surviendrait pendant le sommeil paradoxal. Et puis il a été montré que non, hein, le rêve il survient aussi pendant le sommeil lent, il survient n'importe quand en fait dans le sommeil. Ce qui a été, donc l'hypothèse de Jean-Paul Tassin qui paraît extrêmement intéressante, c'est que les rêves surviennent au moment du réveil, que c'est les micro-réveils quand on se réveille, ou que c'est le passage d'un stade de sommeil à un stade d'éveil qui produit à ce moment-là l'accès à toute cette activité mentale dont on n'a aucun moyen d'avoir conscience. Et au niveau neurobiologique, si vous voulez, le lien qu'il fait, c'est que pendant le sommeil, les neurotransmetteurs sérotoninergiques et dopaminergiques sont non fonctionnels. Et que ce seraient ces neurotransmetteurs-là qui donneraient accès à la conscience. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte non seulement de paralysie motrice dans le REM, dans le sommeil paradoxal, mais il y aurait également une paralysie de la prise de conscience, et que ça serait levé brutalement au moment de l'éveil. Un système se remettrait en marche, et qu'à ce moment-là, on saisirait dans l'instant du réveil toute cette multitude de phénomènes sensoriels, divers, d'idées, de pensées, mais qui n'étaient pas conscients jusque-là. Et d'ailleurs, un élément qui va être en faveur de ça, c'est que le type de rêve dont les gens se souviennent quand on les réveille en sommeil lent ou en sommeil rapide paradoxal ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en sommeil paradoxal, c'est un foisonnement extrêmement riche d'idées un peu absurdes, etc. En sommeil lent, c'est des choses très raisonnables. On conduit sa voiture, il ne se passe pas grand-chose, on se gare, voilà. Deux modalités très différentes qui traduisent des niveaux différents d'activité du cerveau. Alors, j'ai terminé avec ma partie théorique. Je te remercie, Jean-Paul. J'aime beaucoup ton texte. Le problème est que j'avais commencé à répondre à ton texte, mais ça prend beaucoup trop de temps. C'est tellement condensé. Il y a au moins 12 points que je pourrais discuter. C'est très condensé, il y a beaucoup d'idées dedans.
Donc je veux me limiter à quelques points. Disons la partie de notre fonctionnement psychique, et j'aime aussi dans le texte que vous ne parlez pas d'utopique en fait, d'un fonctionnement que nous parlons, ça c'est clair en fait, c'est l'idée que l'inconscient on peut le voir ou que c'est un lieu évidemment, ça ne tient pas la route, c'est vraiment un fonctionnement dont nous parlons. Et l'idée d'un fonctionnement indifférencié qui nous détermine ou qui est à la base, qui est originel, mais qui continue toujours. Ce que disons, chez Bion, on parle de l'infini, en fait, mais c'est la même chose. L'entropie aussi vient. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et j'ai l'impression aussi, quand je vois beaucoup de nouveaux articles je vois beaucoup d'articles comme rédacteur de l'International Journal, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle psychanalyse qui est en train de se dessiner et qui est vraiment liée à cette zone de fonctionnement indifférencié. Cette autre, où on peut aussi dire que c'est une partie du moi inconscient, enfin il y a énormément de concepts qui sont liés et c'est évidemment aussi très lié aux neurosciences, mais on ne va pas développer ça ici. L'idée qu'à un certain niveau, il n'y a vraiment pas de différence entre l'environnement et soi-même, c'est une chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce qu'on dit en Orient depuis des milliers d'années, en fait. La grande différence, c'est que là, on essaie vraiment d'être dans cette zone, tandis que nous sommes encore en train de la penser. Vous voyez, c'est une très grande différence. Aussi pour faire la psychanalyse, je crois. Puisqu'en il y a tous ces grades d'indifférenciation. On peut parler de la différenciation, mais alors on est toujours dans la différenciation, ça c'est clair. Parler de l'indifférenciation, ça c'est autre chose. Et ça on voit, je pense, surtout chez les maîtres zen qui disent on ne peut pas en parler comme les mystiques le disent, évidemment. Si on peut parler de Dieu, ce n'est pas Dieu, hein, c'est de Eckhart. Donc, ça c'est clair. Bion dit aussi, on ne peut pas parler de haut, c'est impossible. Donc, le problème est, si on essaie de le conceptualiser, on le perd en même temps. Donc, c'est vraiment une grande difficulté. Le grand problème, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut faire la psychanalyse de cette zone indifférenciée, donc d'être dedans et de travailler de là. Ça c'est en fait le but, on pourrait dire. Il y a des gens qui le font disons, par intuition et par don. Il y a aussi, ça arrive aussi par ce qui s'arrive en analyse et dans la vie, évidemment. Mais c'est là qu'il y a une grande, disons, la difficulté avec laquelle nous sommes confrontés pour le moment. Je suis content que vous m'avez invité à donner, une présentation dans ton nouveau cycle, qui est très promettant. Et là, je peux peut-être développer plus en détail et mettre ça en dialogue avec le modèle que tu as développé aussi dans ton livre. Et il y a beaucoup de choses qui sont similaires, il y a d'autres qui ne sont pas similaires.
La seule chose que je veux pointer, que, disons, comme je le vois pour le moment, et c'est aussi là où Bion a arrêté, en fait, et c'est une grande question. Est-ce que cette zone indifférenciée, est-ce qu'il y a une sorte comment pourrait-on dire, est-ce que c'est graduel, ce qu'on pourrait penser, est-ce que c'est graduel et on a accès à différents, comme vous le concevez, différents enveloppes ou constants, conjonctions, différents, et puis on retourne et on revient, et c'est graduel et tout est lié. Ça, c'est un modèle, mais il y a un autre modèle qui fait que pour le moment, moi, je trouve plus... je suis plutôt de l'autre côté, mais je ne sais pas. Mais l'autre modèle, c'est que, en fait, cette autre zone, cette soit indifférenciée, c'est très difficile pour être en contact avec cette zone. Qu'en fait, il y a ce qu'on appelle dual track functioning. Donc, il y a deux voies. Une voie avec laquelle nous organisons toujours, nous faisons des représentations, et puis, une autre voie où il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de pulsion, disons, puisque les pulsions, ça commence au moment qu'on les représente. Il y a quelque chose qui existe, mais ce n'est pas du tout différencié. Il n'y a même pas de sens. Dit Bion, c'est un tout autre monde avec lequel nous n'avons contact qu'au moment que c'est représenté. Mais c'est tout à fait, il y a une sorte de clivage entre les deux, et ça va très bien avec ce que vous venez de dire sur les rêves, que c'est un moment qu'il y a un autre système qui se met en marche, que tout commence à être avant cela aussi, mais c'est comme ce n'est pas là. Vous voyez, c'est parce que nous parlons du monde différencié que c'est difficile à s'imaginer cet autre monde, mais c'est un autre monde. Et donc, est-ce que c'est clivé? Est-ce que ce sont vraiment deux voies? Et est-ce qu'on a, à certains moments, on pourrait dire des gates, des portes, où on peut avoir accès? En tout cas, ce que dit Bion, c'est que ça vient toujours de cet autre monde, un autre monde différencié. C'est toujours de là que ça vient. On ne peut jamais entrer par la rêverie ou par la pensée aux zones indifférenciées. Donc on doit attendre jusqu'il y a quelque chose qui vient de là. Et je suis pour le moment en train j'en ai fait une présentation la semaine passée par Zoom. Qu'est-ce qui fait que cette porte peut s'ouvrir, que quelque chose peut s'ouvrir? Il y a beaucoup de différentes choses. Par exemple, il y a l'expression, et ça revient à ce que vous dites, par exemple, Bernlev dit « on est le plus soi-même quand on se perd ». En fait, et c'est vrai, hein, au moment où on se perd, on est en contact avec cette zone. Donc c'est un moment où cette porte s'ouvre. Ça peut, comme vous le dites en parlant de Stern, des moments où on se perd, c'est par exemple dans l'amour, en orgasme, on se perd en fait. Il y a quelque chose d'autre qui vient. Je peux continuer comme ça, il y a beaucoup de choses où on se perd. On peut aussi s'exercer à faire ça, en pas donnant de la nourriture à cette zone qui tente de tout organiser. Par exemple, par la méditation, c'est vraiment sans mémoire ni désir, c'est vraiment dépouillé jusqu'à cette autre zone ne marche presque plus et on est en contact avec quelque chose d'autre. Donc la grande question, est-ce que c'est graduel ou est-ce qu'il y a vraiment, ce sont vraiment deux mondes et on doit chercher d'être en contact avec cet autre monde?
J'ai développé le concept dont j'ai déjà parlé, et ça revient à la fin de votre texte, de faire la différence entre l'association libre, horizontale et verticale. J'en ai parlé peut-être déjà, mais horizontale, c'est qu'on est dans le premier monde, on pourrait dire, et on a des pensées qui font penser à d'autres pensées. On est dans une association libre horizontale. Tandis que l'association libre verticale, je trouve que c'est basé sur ces moments de hallucination que nous avons tout le temps et certainement en séance, mais nous avons tendance à réprimer ça directement puisque c'est trop fou. Mais on a ça tout le temps. Il y a des choses qui viennent de n'importe où. Et on sent quelque chose, on écoute quelque chose, il y a des sensations, il y a des idées qui ne sont pas, quand on le voit directement lié à ce que le patient dit, il y a quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de cette zone indifférenciée et qui en une fois pop-up dans l'autre monde. Et je trouve ça très très important. Il y a des gens qui sont très doués à ça, qui ont presque des contacts télépathiques avec leurs patients. Mais si on n'a pas ces dons, je trouve qu'on doit essayer s'exercer à être plus en contact avec l'intuition, puisque c'est aussi l'intuition. Donc je pourrais dire en parlant en répondant à votre texte, je vais me limiter à ça, mais je trouve une différence, c'est est-ce que c'est graduel et quelque chose qui se crée, et puis l'oscillation PSD, on pourrait dire aussi, de Bion, ou est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment un autre monde qui est là, et qui est le plus important de notre fonctionnement psychique, mais avec lequel on a peu d'accès. Et alors, c'est pour mettre ça en contact avec Freud, le modèle de Freud. Alors, il y a, et on parle de ça maintenant aussi plus en général, donc il y a évidemment le conscient, et puis il y a le dynamic unconscious, l'inconscient dynamique, l'inconscient reprimé, l'inconscient des rêves, c'est disons ce que nous connaissons très bien en analyse. Et puis il y a un autre inconscient derrière la répression primitive, de Urverdrängung, répression primitive, je crois qu'on traduit. Un inconscient tout à fait irréprésenté, qui est d'une toute autre qualité, qui est tout à fait irréprésenté, mais il y a une sorte de grande barrière avec les autres. Donc cette barrière n'est pas... pour moi, c'est une grande question, cette barrière, si ça existe ou pas, ou comment on doit le voir. Et le tout dernier Bion, j'ai l'impression, était vraiment sur ce dual mode functioning, ou dual track functioning. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rudy. Avant de passer la parole, de vous passer la parole pour les échanges et les questions, je vais quand même préciser que moi, j'ai l'impression que mon modèle conjoint les deux. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, ce fond-là, on ne peut pas l'atteindre, et en même temps, il est la source de tout. Et donc, il y a un paradoxe, et la gradation que tu dis, je la vois, elle, cette gradation, dans différentes différenciations, c'est-à-dire différents niveaux de différenciation, mais pour moi, il y a ce fond indifférencié, et puis il y a la manière dont est issu ce fond différencié des organisations qui sont à des niveaux différents. Mais je pense aussi qu'on n'a pas accès en tant que tel à ce fond-là. Et quand tu parles par exemple d'espèces d'éléments hallucinatoires qui peuvent venir en séance, je pense que c'est des prises de forme de quelque chose qui vient sans doute de ce fond indifférencié qui a pu se constituer entre le patient et l'analyste,
mais que ça n'est pas le fond lui-même, c'est quand même une émanation organisée et représentée, puisqu'on y pense. Sinon, on n'y penserait pas. Si on y pense, c'est que c'est organisé. Et si c'est organisé, c'est que c'est déjà plus ce fond dont on parle. Oui, c'est toujours, enfin, c'est ce que dit Bion, il y a de haut vers K, et c'est toujours K qui sait prendre les choses qui viennent de haut. Haut même, on ne peut pas... mais c'est quand même je trouve quand même qu'on peut vraiment être en contact avec cette zone. Par exemple, dans le trauma, ça ouvre... il y a beaucoup de conditions qui ouvrent. Et j'aime beaucoup les idées de Jacques Prez là-dessus qui dit que quand les patients sont désorganisés, ça peut être très, très fertile. Je veux dire, même des petites désorganisations, comme perdre ses clés, ou enfin, quand on sort de son zone de confort, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Mais bon, on va continuer cette discussion, c'est très... je crois que c'est le futur. Dans les prochaines années, on va beaucoup entendre de cette zone indifférenciée. C'est très important. Merci. Voilà, quelles sont les réactions? Qu'est-ce que vous auriez envie de... Peut-être il y aura le micro ici pour que vous puissiez être enregistré, mais que ça ne vous empêche pas d'amener vos remarques ou vos réflexions, associations par rapport à ces propositions. Je t'en prie, Nicole. Tu veux bien dire? Bien, moi je trouve que c'est tout à fait passionnant, vos deux interventions, qui sont à la fois différentes et en même temps qui peuvent se rejoindre. Et ça pose aussi la question, je trouve, du langage, de la parole. Qu'est-ce qui peut se dire? Jusqu'où peut-on aller avec les mots, avec la parole? Ça me fait penser à la différence qu'il y a, encore une fois, avec la parole, mais il y a tout ce qu'il y a en deçà de la parole. La différence qu'il y a entre être et exister. C'est pas la même chose. Être, où est la limite? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et Rudy, tu as beaucoup parlé de Bion, qui est tout à fait effectivement essentiel, tout comme Winnicott aussi, est tout à fait essentiel, bien sûr. Ce sont différents points de vue qui, à mon avis, ne se contredisent pas, mais qui offrent une perspective différente, un regard différent par rapport à ce qui nous concerne. Parce que, bon, quand on parle de l'indifférencié, quelque part, on ne peut pas s'empêcher de penser au différencié. Alors donc, il y a chaque fois un rapport, pas de cause à effet, mais un rapport de relation entre le différencié et l'indifférencié. Alors, nous sommes contraints d'utiliser le langage pour essayer d'approcher ces différentes perspectives, mais ça me faisait penser quand même à la musique aussi. En musique, vous avez la musique avec parole, on est dans l'opéra, ou la musique sans parole. Mais il y a aussi des musiques qui suscitent chez l'auditeur, et pas chez n'importe quel auditeur non plus, bien sûr, on est tous différents, mais qui suscitent une émotion, qui suscitent une sensation presque corporelle, quoi. Personnellement, je suis très touchée d'écouter les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, et certaines d'entre elles vous transportent presque dans un autre monde, quoi. Alors, voilà, évidemment, tout ça est articulé aussi par rapport au silence, sur lequel je me suis beaucoup penchée, et les différentes formes, les différentes significations du silence en fonction du contexte dans lequel il apparaît. Le silence absolu et éternel, qu'est-ce que c'est? Enfin bon, voilà.
Avant que Anne dise merci beaucoup. Non, viens. Mais comment dire, ce que tu amènes par rapport à la musique notamment me semble vraiment très important, Nicole. Et Rudy a évoqué l'idée de l'année prochaine et des conférences que j'organise l'année prochaine. Et justement, l'idée c'est d'amener toute une série de réflexions sur la question du fonctionnement psychique en lien avec les différentes modalités sensorielles, et notamment on parlera de la peinture, de la musique, etc. Et donc voilà, c'est l'idée justement. Donc c'est intéressant que tu viennes avec ça. Je peux répondre à quelque chose vite, s'il vous plaît. Je veux d'abord dire que je pense que le dernier Winnicott et le dernier Billon viennent vraiment très ensemble. J'ai l'impression que Billon était beaucoup plus philosophe et luttait avec comment concevoir tout ça, tandis que Winnicott était vraiment dedans, et je crois que tout son modèle de régression qui allait très loin, c'est vraiment régresser à cette zone indifférenciée et puis de nouveau sortir de là. Donc il était vraiment dedans. Je pense pour l'art, disons la musique, enfin tout l'art et la parole, comme vous dites. Je pense que je cite souvent Dylan Thomas qui a dit qu'un bon poème, c'est que, disons, c'est assez beau et bien formulé que cette première zone, on pourrait dire, se sent bien et un peu calmé, mais en même temps que quelque chose se passe à un autre niveau. Ce sont les deux. Et je crois que Bach, dont vous parlez, c'est vraiment un grand exemple, puisque sa construction, c'est presque mathématique, comme vous savez. On a fait par ordinateur, on voit vraiment des cycles, on peut voir ça sur YouTube. C'est incroyable, la mathématique de Bach. Et en même temps, il y a une toute autre chose qui nous touche, en fait, à un autre niveau. Je crois les deux niveaux dans l'art. L'art, c'est sans doute la réponse, peut-être, à notre problème. Il n'y a rien à faire. Ok. Quand tu dis ça par rapport à Winnicott et Billon, c'est quand même dommage que ces deux-là n'aient jamais pris le temps de discuter ensemble. Il y a des lettres entre les deux, oui, mais pas beaucoup. Et ils se sont suivis comme président de oui. Oui, je pensais à un des derniers ouvrages comme de Winnicott sur la nature humaine. Et parfois, j'ai le sentiment que mon travail perd totalement le sens, et qu'au fond, la psychanalyse telle qu'on m'a enseignée est anthropologiquement une espèce de moment d'histoire dans lequel on a été pris, qui est lié à l'individualisme occidental et aux formes qu'ont pris la pratique psychanalytique. Et donc je crois que c'est sans doute précieux que vous dites qu'il y a une nouvelle psychanalyse au niveau international qui parce que moi je ne l'approche pas suffisamment de là où je suis, qui est peut-être en train de naître. Et je crois qu'elle est quand même en lien avec le fait qu'on ne peut plus maintenant, aujourd'hui, faire l'impasse sur le fait que l'homme et l'environnement, mais c'est la même chose, qu'on le veuille ou non. On fait partie de la nature et que l'homme s'en est tellement affranchi. Moi, j'aurais aimé que cette dimension que vous travaillez pourtant tous les deux puisse à un moment ou à un autre aussi être travaillée, puisque je pense que vous avez des idées là-dessus très fortes. Et je voudrais dire ça. Moi, je repensais à ce que Emmanuel, dans un autre séminaire, avait dit quand on avait abordé cette question, c'est que les religions monothéistes ont créé une césure, au fond. Enfin, en tout cas, certaines analyses montrent la césure qu'il y a eu avec l'émergence des religions monothéistes entre l'idée que l'humain et la nature sont deux choses différentes. C'est le 6e jour que Dieu créa les humains, et au fond, comme si on n'avait pas été créé de la même matière au départ. Et je dis ça parce que je crois que c'est vraiment important pour pouvoir s'affranchir de quelque chose. Moi, je me sens toujours
j'ai l'impression, et je mets ça sur mon âge, que maintenant c'est trop tard, que je vais pas le faire, mais que si je pouvais refaire renaître dans refaire une nouvelle pratique, je pense que je partirais de travail, à partir de la méditation, à partir de travail corporel, à partir de musique. Enfin, ce que font des tas d'autres courants de psychothérapie d'ailleurs, qui montrent bien ce qui nous manque dans le développement de la psychanalyse, en ce qui a fait obstacle, à mon avis, à des nouvelles formes. Et je trouve ça terrible dans les institutions, comme on est coincé par quelque chose qui empêche tout cela. Et alors, il y a encore une chose, et puis j'arrête. C'est juste, je pensais à... donc Freud, c'est un homme extraordinaire, et je pense que s'il avait continué à vivre, il aurait continué à ouvrir son œuvre, parce que c'est une œuvre ouverte, et que d'autres en font des bibles, ce qui est très problématique. Mais et donc je pensais à ce truc sur l'avenir d'une illusion. Et au fond, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je me dis, sur ce qu'il a fait sur la religion, je pense que si les humains ont inventé depuis toujours des religions ou une spiritualité, bien sûr, ils ne pouvaient pas comprendre tous les phénomènes. On croit qu'avec l'esprit, ce que vous appelez les parties peut-être plus superficielles, dites différenciées du cerveau, enfin pas superficielles, mais elles ont cru du coup, elles ont pris le pouvoir, on va dire, sur autre chose. Mais il est possible que ces religions ou ces spiritualités nécessaires sont sans doute une construction humaine de nouveau. Bien sûr, illusoire, je ne sais pas comment on dit, mais pour essayer de sentir qu'on fait partie de quelque chose, d'une nature, d'une espèce. Enfin, je ne sais pas, voilà. C'est pas très structuré, mais comme d'habitude. L'idée du monothéisme, c'est très, très intéressant. Mais je trouve que, disons, le problème est plutôt, je pense, que la méthode de la psychanalyse est géniale. Enfin, disons, le cadre, et puis dans ce cadre strict, il y a une ouverture à un monde. Donc ça, c'est génial, je trouve. Le problème est plutôt Non, mais le problème est plutôt que ce qu'on se voit se déployer là, que on en tient, disons, comment peut-on penser ce qui se déploie là vraiment, hein, puisque c'est là qu'on se ferme souvent sur des pensées qui deviennent peut-être seulement une partie de ce qu'on voit. Oui, mais tu as travaillé dans des groupes, tu sais qu'il y a autre chose qui se passe quand tu fais des groupes. Oui. Il y a d'autres choses qui se passent dans d'autres dispositifs. Ça ne veut pas dire que le dispositif Princeps n'est pas excellent, je ne remets pas tout en... Je ne jette pas à l'eau tout ça, mais je trouve que ça manque d'autres portes. Enfin, je sais pas comment. Oui, je comprends. Pour certains patients, je le sens tout le temps, voilà. Et je crois que, pourtant, je suis quelqu'un qui est assez bien, je peux donner des exemples de moments d'hallucinose que j'ai avec certains patients. Donc il y a des moments où j'ai cette possibilité, je ne sais pas comment dire. Mais je sens que ce n'est pas suffisant. Il y a une reprise par la parole, il y a une reprise ailleurs, qui n'est pas celle qui convient. Voilà. Certainement pour les traumas, je trouve. Oui, certains patients. Oui, pour les traumas. D'autres interventions? Oui. Moi, ça me passionne, ce que vous amenez tout à fait, parce que ça fait des années que je suis en travail sur la pensée de Lou Salomé, et vous évoquez la pensée ouverte de Freud, et il y a un dialogue entre elle et lui à propos de cette question de la capacité humaine à se relier à soi, à l'autre et au monde, qui pour elle est fondamentale. Et il lui dit à un moment donné, quand vous dites s'il avait pu continuer, il lui dit à un moment donné, je crois que quelque part vous avez raison d'insister là-dessus, mais pour moi ce n'est pas possible encore de le formaliser et de le représenter. Et dans sa lettre ouverte à Freud, elle n'arrête pas de parler de ce fond indifférencié, de ce retour à l'originaire dont on peut, dans l'expérience intérieure, on a accès à ce fond-là qui nous constitue de toujours à toujours.
Et dans ses derniers écrits, dans ses carnets des dernières années, elle fait entendre comment elle vit sa vieillesse, enfin, tu évoquais ça, nourrie de tout ce qui, de ce fond-là, est là, impossible à appréhender, mais à appréhender clairement, mais qui est comme une musique de l'âme, qui est comme le religieux, et justement c'est là qu'elle fait une énorme différence entre les religions monothéistes ou institutionnées, ou le religieux, et qui a cette capacité fondamentale d'entrer en lien, justement, qui donne accès au spirituel. Et elle insiste beaucoup, dans une toute petite note de ses mémoires, mais il faut vraiment scruter pour la trouver, cette petite note, elle dit: aujourd'hui, Freud ne peut pas encore entendre, mais au fond de moi, je suis sûre que j'ai raison, en amenant cette dimension. Et alors, elle approche l'indifférencié en disant: mais en fait, au fondement de la psychisation de la matière, il y a la capacité de différenciation et d'indifférenciation. Et c'est Eros qui nous fait ressentir le passage du différencié à l'indifférencié dans l'orgasme, mais plus fondamentalement, quand on se relie à la nature, c'est avec cette dimension-là d'une érotique. C'est parce que c'est attirant, et elle développe ça magnifiquement. Bon, son langage est extrêmement difficile et il faut vraiment reprendre sa pensée phrase après phrase pour en tirer le sucre. Mais au fil des années, je me dis, elle a anticipé tout ça. Et on a là une source qui relie à Freud, donc une autre psychanalyse, mais qui n'est pas coupée de ses sources et qui donne une dimension. Et alors au niveau de l'art, c'est aussi assez frappant. Sa passion, quand elle est à Vienne, à l'école de Freud, c'est d'aller au cinéma avec Tosca. Alors Tosca, c'est pas n'importe qui, non plus dans la psychanalyse. Et elle se rend compte que la mobilité dynamique de l'image en mouvement est un état hypnotique qui fait accéder à ces zones indifférenciées. Alors Maurice Belour développe ça beaucoup dans sa pensée. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais donc dans les arts, il y aura aussi des dimensions spécifiques d'un art à l'autre. La poésie, elle est tout le temps dans la poésie avec Rilke, avec Nietzsche, elle est dans la philosophie, mais le dionysiaque évidemment la happe complètement dans cette dimension non contrôlée mais fondamentale. Enfin, je m'arrête là, mais j'avais envie de vous dire combien dans ce séminaire je trouve, on conceptualise ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé depuis presque 20 ans maintenant. Voilà. Mais je pense que votre intervention est intéressante parce qu'elle montre aussi, et un peu différemment de Anne, mais quand même de manière assez liée, que la psychanalyse n'est pas unitaire et que ça fait très longtemps qu'il y a des gens et des voix qui amènent d'autres manières de concevoir les choses, mais qu'il y a quelque chose, comme disait Anne aussi, dans l'institutionnalisation de la psychanalyse qui fait que immanquablement il y a une sorte de normes et on pourrait presque dire de manières de penser, de modes de pensée qui s'installent. Alors ils sont divers, mais c'est toujours quand même des modes de pensée, voilà. Et que ça écrase probablement ces voix qui se sont élevées. C'est très frappant quand on pense à Searle. Searle, son premier livre parle de l'environnement non humain. Alors, c'est malheureux comme terminologie, mais peu importe ce qu'il disait là. Mais ce livre n'a été édité et traduit que après l'effort pour le rendre l'autre fou, c'est-à-dire le moment où il est revenu quand même dans une manière de penser la psychose qui collait avec les conceptions de l'époque. Et qu'il n'est plus jamais revenu avec ses idées d'avant, après. Ah, voilà.